Alors aujourd'hui, on plonge dans un discours vraiment percutant des années 80. C'est celui de l'activiste Lakota Russell Means. Et attention, ce n'est pas juste une critique du monde moderne, non, ça va bien plus loin, ça remet en question les fondations même de la pensée révolutionnaire qu'on connaît en Occident. Franchement, accrochez-vous, parce que ça risque de bousculer quelques certitudes. Voilà, on commence direct avec ça. Pour que l'Amérique vive, l'Europe doit mourir. C'est une phrase, waouh, qui met tout de suite la barre très haut, qui pose les enjeux. C'est radical, c'est clair, et ça va être notre point de départ. Mais attention, quand il dit l'Europe, de quoi parle-t-il vraiment ? Et il clarifie ça tout de suite, c'est super important. Pour Means, quand il parle d'Européens, il ne parle pas du tout d'une origine géographique ou, pire, d'une race. Non, il parle d'un état d'esprit, d'une vision du monde qui s'est construite sur des milliers d'années. Une vision en fait qui valorise l'abstraction et le matérialisme, souvent au détriment de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est vivant. Donc on est bien sur une critique culturelle, pas raciale. Le point est crucial. Bon, d'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment cet état d'esprit a-t-il pu s'imposer à ce point ? C'est là que Means commence son diagnostic. Il va retracer toute la généalogie intellectuelle qui, selon lui, nous a menés à ce monde qu'il décrit comme déspiritualisé, vidé de son sens. Et pour lui, il y a une séquence, des étapes bien précises. Ça commence avec Newton, qui réduit l'univers entier à une équation mathématique. Ensuite vient Descartes, qui fait la même chose mais avec la culture. Il la transforme en une pure abstraction. Après lui, Locke arrive et codifie la science politique. Et pour finir, Adam Smith transforme l'économie en un système. Vous voyez le schéma ? À chaque fois, on prend un bout de la réalité, on lui enlève toute sa complexité, toute sa spiritualité, pour en faire une sorte de modèle mécanique. Et tout ça, ça mène à quoi ? Eh bien, à une véritable obsession pour ce qu'on appelle l'efficacité. C'est devenu la valeur ultime. Dans cette façon de penser, le mécanique, c'est la perfection. Et donc tout ce qui fonctionne à un instant T est considéré comme correct, même si c'est de toute évidence une erreur monumentale à long terme. C'est une logique où le modèle est plus important que la réalité elle-même. Et attention, cette façon de penser en abstraction, ce n'est pas juste un jeu intellectuel. Ça a des conséquences bien réelles et terribles. Mills fait un parallèle qui est glaçant. Il dit que déspiritualiser l'univers, c'est suivre exactement le même processus mental qui permet de déshumaniser d'autres peuples. Logique, non ? Si la nature n'est plus qu'une ressource élégeant des unités de production, alors la destruction devient non seulement possible, mais elle peut même être vue comme efficace. Et c'est là qu'on arrive au cœur de son argumentation, à la partie la plus déroutante. Parce qu'après un diagnostic aussi sévère du monde occidental, on s'attendrait logiquement à ce qu'il se tourne vers une solution révolutionnaire classique, n'est-ce pas ? Eh bien, pas du tout. C'est là qu'il prend absolument tout le monde à contre-pied. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle-ci. Si le capitalisme et la pensée occidentale sont le problème, est-ce que le marxisme, qui se présente comme son opposant principal, ne serait pas l'allié naturel de la lutte autochtone ? Ça semble logique, c'est ce qu'on pourrait penser. Sauf que la réponse de Means est un non, mais un non catégorique. Pour lui, le marxisme, l'anarchisme et toutes les autres théories de gauche, ce n'est pas du tout une alternative. C'est juste une autre version de la même histoire. C'est, pour le citer, vraiment que la même rengaine. Pourquoi ? Parce que selon lui, le marxisme et le capitalisme partagent le même ADN. Pensez-y, les deux ont besoin d'une industrialisation de masse pour exister. Les deux sont fondamentalement matérialistes. Les deux voient la nature comme une simple ressource à exploiter. Et les deux définissent le progrès par la production et l'efficacité. Au final, ce sont juste deux branches qui poussent sur le même arbre. Un arbre qu'ils jugent toxique. Et c'est ça le point absolument central. Une révolution marxiste, elle ne cherche pas à arrêter la machine industrielle qui est en train de détruire la planète. Pas du tout. Elle cherche simplement à redistribuer ce que cette machine produit. Mais pour faire ça, il faut que la machine continue de tourner et même qu'elle accélère. Donc au final, on change peut-être le pilote de la machine de destruction, mais on ne l'arrête pas. Alors, s'il rejette à la fois le capitalisme et le marxisme, les deux grands piliers de la pensée occidentale moderne, que reste-t-il ? Il propose une vision du monde complètement différente, qui s'articule autour d'une opposition fondamentale, le choix entre être et s'enrichir. D'un côté, on a donc la logique de s'enrichir. C'est le monde où l'accumulation de biens matériels est le signe ultime du succès. De l'autre, la logique de l'être, où le but de la vie est spirituel. C'est une question d'équilibre. Dans cette vision-là, le vrai statut social ne vient pas de ce qu'on accumule, mais de ce qu'on est capable de donner. Et l'humain n'est pas le maître de la nature. Il fait partie d'un grand tout et doit vivre en harmonie avec lui. Et tout ça, ça nous amène à une définition complètement nouvelle de ce que signifie le mot « révolution ». La vraie révolution, pour Russell Means, ce n'est pas de prendre le pouvoir politique, ce n'est pas de renverser un gouvernement.
C'est une lutte pour la survie. C'est résister à l'anéantissement, qu'il soit culturel ou physique, et c'est surtout vouloir la disparition totale des institutions qui sont en train de détruire le monde. Cette vision du monde, elle ne débouche pas sur un programme politique en 5 points, non, elle débouche sur quelque chose de beaucoup plus profond, une prophétie, la prophétie du retour de l'harmonie. Et dans cette perspective, le vrai, le seul agent révolutionnaire, ce n'est pas un parti ou un leader, c'est la planète elle-même. Il le dit très clairement, la Terre-Mère se vengera et les abuseurs seront éliminés. Pour lui, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une certitude. L'harmonie sera restaurée tout simplement parce qu'un tel déséquilibre ne peut pas durer éternellement. Là voilà la vraie révolution. Donc, le rôle des peuples qui respectent la nature, ce n'est pas de mener une guerre pour prendre le pouvoir, c'est d'assurer une continuité. Il s'agit de résister, non pas pour gagner, mais pour survivre. D'apprendre, non pas dans les livres, mais auprès des anciens, auprès de la nature. Le but ultime, c'est de réussir à traverser la catastrophe que le monde industriel a lui-même créée pour être là après et participer à la restauration de l'harmonie. Et on va terminer cette exploration sur une question. Une question qui résonne bien au-delà de ce discours. Elle remet en cause notre propre définition du progrès, de la lutte, de ce pourquoi on se bat. Et si la vraie révolution, au final, ce n'était pas de conquérir le monde, mais simplement d'apprendre à y trouver notre juste place ?